L'épée de vérité. La première leçon du sorcier. Résumé des chapitres 1, 2 et 3. Richard Siffer vivait paisiblement dans la forêt de Heartland jusqu'à ce qu'il sauve cette belle inconnue des griffes de ses poursuivants. Elle ne consent à lui dire que son nom, Callan, mais dès le premier regard, il sait qu'il ne pourra plus jamais la quitter. Après avoir échappé à 4 dangereux assassins, Richard et Callan se rendent à la fête organisée en l'honneur du frère de Richard, Michael. Ce dernier vient d'être désigné comme premier conseiller de Terre d'Ouest. Après un discours pompeux et une discussion houleuse, Callan et Richard s'éloignent de la fête. Chapitre 4. Richard repéra Callan dans le jardin. Sa robe et ses longs cheveux voletaient derrière elle sous la lumière du couchant. Arrivée près d'un arbre, elle s'arrêta. En l'attendant, elle essuya pour la 2e fois de la journée le sang qui maculait sa main. Quand il lui tapota l'épaule, elle se retourna, parfaitement impassible. « Callan, je suis navrée, ne t'excuse pas. Ton frère ne s'en prenait pas à moi. C'est toi qu'il visait. » « Que veux-tu dire ? » ?»« Cet homme est jaloux. Il n'est pas idiot. Il a vu que j'étais avec toi, et ça l'a irrité. » Richard prit Callan par le bras et l'entraîna loin de la maison. Furieux contre Michael, il avait honte de sa réaction, comme s'il avait trahi son père. « Ça n'explique rien. Le premier conseiller peut avoir tout ce qu'il désire. J'aurais dû intervenir. »« Je ne voulais pas que tu t'en mêles. » »« Richard, il convoite tout ce que tu possèdes. Si tu l'avais arrêté, il se sentirait obligé de me conquérir. Désormais, je ne l'intéresse plus. Ce qu'il a fait au sujet de votre mère était pire. Mais aurais-tu voulu que je parle à ta place ? Non. Ce n'était pas à toi de t'en charger. Concéda Richard, sa colère enfin étouffée. Autour d'eux, les maisons plus modestes restaient coquettes et bien entretenues. Certains propriétaires profitaient de la clémence du temps pour faire des réparations avant l'arrivée de l'hiver. Sentant l'air vif et piquant, Richard devina que la nuit serait froide. Une soirée idéale pour un bon feu de cheminée qui embaumerait l'atmosphère. À mesure qu'il marchait, les palissades blanches cédaient la place aux grands carrés de pelouse des manoirs érigés en retrait de la route. Sans s'arrêter, Richard arracha une feuille à la branche d'un chêne qui bordait le chemin. « Tu sembles en savoir long sur les gens. Leur motivation ne t'échappe pas. C'est à cause de ça qu'on te poursuit ?» demanda Richard en déchiquetant soigneusement sa feuille. Callan tourna la tête vers lui et chercha son regard. « Ces gens me traquent parce qu'ils ont peur de la vérité. Toi, elle ne t'effraie pas. C'est pour ça que je te fais confiance. » Il sourit du compliment, content de la réponse, même s'il n'était pas sûr de la comprendre. « Alors, tu ne vas pas me botter les fesses ? » ?»« Non, mais ça n'est pas passé loin. » »« Navré, Richard, mais pour l'instant, il faut me croire aveuglément. Plus je t'en dirai, plus nous serons en danger tous les deux. »« Toujours amis ? » ?»« Toujours amis, » confirma Richard en jetant les restes de la feuille. « Un jour, tu me raconteras tout ? » ?»« Si je peux, c'est promis. »« Parfait. Après tout, je suis un sourcier en quête de vérité. » Callan s'arrêta net, le prit par la manche et le força à se tourner vers elle. « Pourquoi as-tu dit ça ? » ?»« Quoi ? Sourcier en quête de vérité ? Oh, Zed me donne toujours ce surnom depuis mon enfance parce que je veux toujours aller au fond des choses, selon lui. Pourquoi cette réaction ? » « Oublie ça, » souffla Callan en reprenant son chemin. Richard avait encore touché un point sensible, mais cette fois, il tenait à un début d'explication. Les ennemis de Callan la traquaient parce qu'ils redoutaient la vérité.
En l'entendant annoncer qu'il était un sourcier en quête de vérité, elle avait dû avoir peur qu'il s'en prenne aussi à lui. « Peux-tu au moins me dire qui sont les gens qui te poursuivent ?» Callan se rapprocha de lui, sans cesser de surveiller la route. « Ce sont les adeptes d'un homme maléfique, appelé Darkendral. Ah, s'il te plaît, ne me pose plus de questions, je n'ai pas envie de penser à lui. » Darkendral. Au moins, maintenant, ils connaissaient le nom de leur adversaire. Une fois le soleil disparu derrière les collines des bois de Heartland, l'air se rafraîchit sensiblement. Richard et Callan marchaient en silence. Cela ne gênait pas le jeune homme, car il avait très mal à la main et se sentait un peu nauséeux. Un bon bain et un lit douillet, voilà ce qu'il lui fallait. « Oh non !» rectifia-t-il, « il serait plus galant de laisser le lit à son ami. » Il dormirait sur son fauteuil préféré, celui qui grinçait un peu. Un bon programme. La journée avait été longue et il n'était plus très vaillant. Près d'un bosquet de bouleaux, il fit signe à Callan de s'engager sur le sentier qui conduisait à sa maison. Elle s'avança et brisa au passage des toiles d'araignée, chassant du dos de la main les fils qui se déposaient sur son visage et ses bras. Richard avait hâte d'être chez lui. En plus du couteau et des autres choses utiles qu'il avait oublié d'emporter, il était pressé de retrouver un objet très important qu'il tenait de son père. Georges avait fait de lui le gardien d'un secret et d'un grimoire tout aussi secret. Afin de prouver que l'ouvrage n'avait pas été volé, mais simplement mis à l'abri, il avait donné à son fils un moyen de démontrer sa bonne foi, un croc triangulaire long de 3 doigts. Richard y avait attaché une lanière de cuir pour le porter autour du cou. Mais comme son couteau et son sac à dos, il avait laissé le pendentif chez lui. Comment pouvait-on être aussi stupide ? Sans le croc, son père risquerait de passer pour un vulgaire voleur, ainsi que Michael l'avait insinué. Plus haut sur le sentier, après une zone rocheuse à découvert, les chênes, les érables et les bouleaux cédaient la place à des épicéas. Le sol, jusque-là couvert de feuilles vertes, déroulait sous les pieds des promeneurs un tapis d'aiguilles marron. Soudain, Richard eut un mauvais pressentiment. Prenant délicatement la manche de Callan entre le pouce et l'index, il la tira en arrière. « Je vais passer le premier, » dit-il calmement. Callan obéit sans poser de questions. La demi-heure suivante, avançant plus lentement, il étudia le sol et examina toutes les branches qui pendaient au bord du chemin. Puis il s'arrêta au pied de la dernière butte, avant sa maison, et fit signe à Callan de s'accroupir avec lui derrière un buisson de fougères. « Un problème ?» demanda la jeune femme. « Je m'inquiète peut-être pour rien, mais quelqu'un a emprunté ce chemin dans l'après-midi. » Richard ramassa une pomme de pin écrasée et l'étudia avant de la reposer. Callan demanda. « Comment le sais-tu » Richard regarda vers le sommet de la butte. À cause des toiles d'araignée. Il n'y en a plus depuis un moment. Quelqu'un est passé et les a détruites. Les araignées n'ont pas eu le temps d'en tisser de nouvelles. Quelqu'un habite dans les environs ? Non. Il peut s'agir d'un voyageur, mais ce chemin n'est pas très fréquenté. Quand je marchais devant, il y avait des toiles d'araignée partout. Je les enlevais de mon visage tous les 10 pas. Ah, c'est bien ce qui m'ennuie. Personne n'a suivi cette partie-là du chemin aujourd'hui. Mais depuis la zone à découvert, il n'y a plus de toiles. Comment est-ce possible ? Je n'en sais rien. Quelqu'un a peut-être traversé les bois jusqu'à la clairière et rejoint le chemin à cet endroit. Mais c'est un itinéraire très accidenté, ou alors mon visiteur est tombé du ciel. Ma maison est juste après cette butte. Restons vigilants. Richard passa le premier. Callan le suivit, tous les sens en alerte comme lui. Le jeune homme aurait voulu faire demi-tour, mais il ne parvenait pas à s'y résoudre. Impossible de repartir sans le croc que son père lui avait remis en guise de sauf-conduit.
Au sommet de la butte, ils s'accroupirent derrière un grand pin et examinèrent la maison. La porte était ouverte alors qu'il la fermait toujours et les fenêtres avaient été cassées. Toutes ses possessions jonchaient sur le sol. Richard se releva. « Mise à sac, comme la maison de mon père !» Callan le saisit par la chemise et l'empêcha de courir. « Richard, ton père est peut-être rentré chez lui exactement comme ça. Et s'il avait foncé tête baissée comme tu t'apprêtais à le faire, alors que ses ennemis le guettaient à l'intérieur ?» Elle avait raison, bien entendu. Richard se passa une main dans les cheveux pour s'aider à réfléchir. Puis il regarda de nouveau sa demeure. La cloison arrière, adossée au bois et la porte d'entrée, donnait sur la clairière. Comme il n'y avait pas d'autre issue, toute personne cachée à l'intérieur s'attendrait à ce qu'il passe par là. Richard murmura. « Oh, d'accord, mais il y a chez moi un objet que je ne peux pas laisser. Dès que je l'aurai récupéré, on filera d'ici. » S'il aurait préféré y aller seul, abandonner Callan sur le chemin ne lui disait rien qui vaille. Ils s'enfoncèrent dans les bois et décrivirent un grand arc de cercle pour contourner la maison. Quand ils atteignirent l'endroit d'où Richard pourrait approcher du bâtiment par l'arrière, il fit signe à son amie de l'attendre. Elle en fut contrariée, mais ce n'était pas négociable. Si quelqu'un avait tendu un piège, il ne voulait pas qu'elle tombe dedans avec lui. Il la laissa sous un épicéa, avança lentement et fit un grand détour pour rester sur le tapis d'aiguille et éviter les zones jonchées de feuilles. Quand il aperçut la fenêtre de derrière, il s'immobilisa. Pas un bruit, plié en deux, le cœur battant à tout rompre, il reprit sa progression. Lorsqu'un serpent traversa son chemin, il le laissa passer sans esquisser un geste. Arrivé devant la maison en rondins patinés par les intempéries, il posa doucement une main sur le rebord de la fenêtre et leva la tête pour jeter un regard à l'intérieur. Tous les carreaux étaient cassés et il ne restait rien d'intact dans sa chambre. Autour du lit, éventré, gisaient des livres précieux aux pages déchirées. La porte, qui donnait sur l'autre pièce, était entrebâillée, mais pas assez pour voir ce qu'il y avait derrière. Si on ne la calait pas avec un morceau de bois, c'était la position qu'elle adoptait naturellement. Richard passa la tête par la fenêtre et baissa les yeux sur son lit. Son sac à dos et le pendentif étaient accrochés à la colonne du lit, à l'aplomb de la fenêtre, là où il les avait laissés. Il tendit lentement le bras. Dans la pièce de devant retentit un grincement familier. Richard se pétrifia. Le craquement de son fauteuil, tellement lié à ce vieux meuble qu'il n'avait jamais pu se résoudre à le supprimer. Richard recula sans un bruit. Quelqu'un l'attendait dans l'autre pièce, assis sur son cher fauteuil. Il capta du coin de l'œil un mouvement qui le força à tourner la tête vers la droite. Perché sur une souche pourrie, un écureuil le regardait. « S'il te plaît, pensa Richard, ne commence pas à babiller pour m'ordonner de quitter ton territoire. » L'écureuil continua à l'observer un long moment, puis sauta sur un arbre, l'escalada et disparut. Richard releva la tête pour regarder de nouveau par la fenêtre. La porte était toujours dans la même position. Sans la quitter des yeux, attentif au moindre bruit venant de l'autre pièce, le jeune homme tendit le bras et saisit son sac et son pendentif. Le couteau reposait sur une petite table de l'autre côté du lit. Pas moyen de le prendre. Il ramena lentement son bras et fit passer le sac par la fenêtre sans heurter les échardes de la vitre brisée. Son butin dans les mains, il rebroussa chemin et résista de justesse à l'envie de courir. Un coup d'œil par-dessus son épaule lui apprit que personne ne le suivait. Passant la tête à travers la lanière de cuir, il fit glisser le croc sous sa chemise. Personne ne devait le voir à part le gardien du grimoire secret. Callan attendait là où il l'avait laissé. Quand elle le vit, elle se leva d'un bond, mais il posa un doigt sur ses lèvres pour lui indiquer de ne pas parler. Le sac sur l'épaule gauche, il tapota gentiment le dos de son ami qui se mit aussitôt en mouvement. Pas question de revenir par le même chemin. Richard guida Callan à travers bois et ils rejoignirent le sentier,
au-delà de la maison. Tous les deux soupirèrent de soulagement devant les magnifiques toiles d'araignée qui leur barraient le chemin sous les derniers rayons du soleil. Ce sentier était plus difficile et très long, mais il les conduirait à destination. Chez Z, la maison du vieil homme était trop loin pour qu'ils l'atteignent avant la nuit, et s'aventurer dans le noir sur un terrain aussi accidenté aurait été dangereux. Mais Richard voulait mettre le plus de distance possible entre eux et l'ennemi qui attendait encore son retour à la maison. Tant qu'il y aurait un peu de lumière, il continuerait. Avec un détachement qui l'étonna, Richard se demanda si c'était l'assassin de son père qui le guettait. Sa maison était ravagée, comme celle de Georges. Lui avait-on tendu le même piège qu'à son fils? S'agissait-il du même tueur? Brûlant de l'affronter, ou au moins de voir son visage, le jeune homme avait pourtant cédé à la voix intérieure qui lui ordonnait de fuir. Richard s'efforça de ne pas laisser son imagination s'emballer. Bien sûr que quelque chose, en lui, l'avait incité à fuir le danger. Aujourd'hui, il s'était sorti de justesse d'une situation désespérée. Se fier une fois à sa chance était déjà stupide. Rejouer à ce petit jeu aurait été d'une arrogance suicidaire. La fuite restait la meilleure solution. Pourtant, il regrettait toujours d'ignorer s'il existait un lien entre la mort de son père et la mise à sac de sa propre maison. Il voulait savoir qui était le meurtrier de Georges. Il brûlait de le découvrir. Même si on ne lui avait pas laissé voir le cadavre, il avait insisté pour savoir comment Georges était mort. Chase le lui avait dit en prenant 1000 précautions. Son père avait le ventre ouvert, ses entrailles éparpillées sur le sol. Comment pouvait-on faire une chose pareille? Et pourquoi? Y penser le rendait malade et menaçait de le rendre fou. Il ravala péniblement la boule qui s'était formée dans sa gorge. Callan lança un soudain. « Alors ?»« Alors quoi ? As-tu récupéré ce que tu cherchais ? » ?»« Oui. »« Et je peux savoir ce que c'était ? » ?»« Mon sac à dos, il me le fallait. » Callan se retourna, les poings sur les hanches, l'air horripilé. « Richard Siffer, tu veux me faire croire que tu as risqué ta vie pour un sac à dos ? » ?»« Mon ami, j'ai bien peur de devoir te botter les fesses, » fit Richard, sans réussir à sourire. Elle continua à le regarder de biais, la tête inclinée, mais la réplique avait douché sa fureur. « Bien joué, mon ami, très finement joué, » dit-elle. À l'évidence, Callan avait l'habitude d'obtenir des réponses à ses questions. La pénombre venue, Richard réfléchit aux endroits où il pourrait passer la nuit. Plusieurs pins compagnons sur leur chemin pourraient les abriter. Il y en avait un au bord d'une clairière, pas très loin devant eux. On apercevait la cime des grands arbres sur le fond encore rosâtre du ciel. Il se décida pour cette solution et fit signe à Callan de le suivre. Le croc qui pendait à son cou le harcelait sans cesse, comme les secrets qui dormaient dans sa tête. Il aurait donné cher pour que son père n'ait pas fait de lui le gardien de ce grimoire. Cette pensée avait traversé son esprit quand il était près de sa maison, mais il l'avait refoulée tout au fond de sa tête. Ses livres avaient été déchiquetés par quelqu'un que la colère aveuglait. Était-ce pour se venger de ne pas avoir trouvé le bon ouvrage ? Impossible. À part son véritable propriétaire, personne ne connaissait l'existence du grimoire. Plus son père et lui, et la créature à qui appartenait le croc. Mieux valait ne plus penser à tout ça. Il fallait qu'il chasse cette méchante idée de sa tête. Georges n'avait pas voulu lui nuire, il n'avait pas eu tort de lui confier le grimoire. La peur, éprouvée sur le mont dentelé, puis près de sa propre maison, semblait avoir sapé ses forces. Ses pieds semblaient trop lourds pour continuer longtemps à se lever et s'abaisser sur le sol couvert de mousse. Au moment où Richard sortait des broussailles pour pénétrer dans la clairière, il s'arrêta, histoire d'écraser la mouche qui s'attaquait à son cou. Callan lui saisit le poignet au vol. Son autre main se plaqua sur la bouche du jeune homme. Richard s'immobilisa. Callan
hocha lentement la tête, lui lâcha le poignet, posa sa main libre à l'arrière du crâne de son compagnon et continua à presser l'autre sur sa bouche. À son expression, il comprit qu'elle mourait de peur à l'idée qu'il émette un son. Elle le força à s'accroupir et il ne résista pas. Ses yeux le tenaient sous une emprise aussi ferme que celle de ses mains. Sans cesser de croiser son regard, elle approcha son visage si près du sien qu'il sentit un souffle chaud sur sa joue. « Écoute-moi bien. Fais exactement ce que je te dis. Ne bouge pas, quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Sinon nous sommes morts. Si la mouche te pique, laisse-la faire. Compris? Tu peux hocher doucement la tête pour répondre. » Richard s'exécuta. Du regard, elle lui indiqua de tourner les yeux vers la clairière. Il obéit, avec une lenteur infinie, et ne vit rien. Puis il entendit un grognement, un peu comme le cri d'un sanglier. Alors, Richard vit. Il tressaillit involontairement. Callan appuya plus fort sur sa bouche. Au fond de la clairière, la lumière mourante du crépuscule fit briller les deux yeux braqués dans leur direction. La créature marchait sur deux pattes, comme un homme. Elle faisait une bonne tête de plus que Richard et devait peser 3 fois plus lourd. D'autres mouches s'en prirent au cou du jeune homme qui s'efforça de les ignorer. Il regarda de nouveau Callan, qui n'avait pas tourné la tête vers la bête. Elle connaissait le monstre, qui les guettait et continuait de surveiller son compagnon, craignant qu'une réaction incontrôlée les trahisse. Pour la rassurer, il osa de nouveau un infime hochement de tête. Callan enleva la main de la bouche du jeune homme, lui prit le poignet et le tira vers le sol. Du sang ruisselait sur son cou, tandis qu'elle gisait sur la mousse, immobile, laissant les mouches continuer à la torturer. Richard sentit d'autres piqûres d'insectes, mais ne broncha pas. Dans la clairière, le monstre grogna. Richard et Callan tournèrent lentement la tête. À une vitesse étonnante, malgré sa démarche chaloupée, la bête gagna le centre de la clairière. Tandis que sa longue queue fouettait l'air, ses yeux verts sondèrent les buissons. La tête inclinée, elle pointa ses petites oreilles arrondies et écouta. Le corps de la créature était couvert de fourrure, à l'exception de sa poitrine et de son ventre, tapissé d'une peau rose, lisse et lustrée, sous laquelle se tendaient des muscles noueux. Des mouches bourdonnaient autour d'une grosse tache sur la peau presque diaphane. La bête leva la gueule et émit un long sifflement. Richard vit l'air froid de la nuit se transformer en buée entre des crocs aussi longs et épais que ses doigts. Pour ne pas hurler de terreur, il se concentra sur la douleur que lui infligeaient les mouches. Inutile de penser à fuir en rampant ou en courant. La bête était trop près et trop rapide. Un cri monta du sol, droit devant eux, faisant tressaillir Richard. Aussitôt, la bête chargea de nouveau, vive comme l'éclair, en dépit de son allure pataude. Callan enfonça ses ongles dans le poignet de son compagnon. À part cela, elle ne broncha pas. Richard se tétanisa quand la bête bondit sur un lapin aux oreilles noires de mouche qui tenta de fuir en criant de nouveau, mais fut inexorablement happé et déchiqueté en une fraction de seconde. Un coup de mâchoire suffit pour que la moitié avant de son corps disparaisse dans la gueule du monstre. Campé devant les deux jeunes gens, il déchira les entrailles du pauvre animal et se barbouilla la poitrine et l'estomac d'une infâme bouillie rouge. Les mouches, y compris celles qui harcelaient Callan et Richard, retournèrent vers la bête pour festoyer. Déchirés en deux, les pitoyables restes du lapin disparurent dans la gueule de la créature qui déglutit, inclina de nouveau la tête et écouta. Richard et Callan retinrent leur souffle. De grandes ailes membraneuses, si fines qu'on y voyait pulser des vaisseaux sanguins, se déployèrent sur le dos de la bête. Elle regarda une dernière fois autour d'elle, décolla, plana au-dessus de la clairière, se redressa, prit de l'altitude et partit en direction de la frontière. Toutes les mouches l'avaient suivie. Richard et Callan se laissèrent tomber sur le dos, le souffle court et le corps engourdi à force de terreur.
Le jeune homme repensa aux histoires de monstres volants qui dévoraient les gens. S'il n'y avait jamais cru, il était temps de changer d'avis. Un objet, dans son sac, appuyait douloureusement contre son omoplate. Quand il ne peut plus supporter la souffrance, il roula sur le côté et se releva sur un coude. Trempé de sueur, il grelottait dans l'air mordant de la nuit. Callan reposait toujours sur le dos, les yeux fermés et la respiration saccadée. Quelques mèches de cheveux collaient à son front, mais la plus grande partie de sa superbe crinière formait comme une corolle autour de sa tête. Elle aussi ruisselait d'une sueur teintée de rouge autour du cou. Richard eut le cœur serré en pensant à la succession d'horreurs qu'était la vie de son amie. Dire qu'elle semblait tout connaître sur cette abominable créature, que n'aurait-il pas donné pour qu'elle ne l'ait jamais croisée? Callan, c'était quoi? Elle s'assit et prit une profonde inspiration avant de regarder Richard. D'une main, elle ramena derrière ses oreilles les mèches qui la gênaient. Le reste de ses cheveux cascada sur ses épaules. Un garne à longue queue. Elle passa les doigts sur son omoplate et en ramena, tenue par les ailes, une mouche qui avait dû se prendre dans les plis de sa robe et être écrasée quand elle s'était jetée sur le dos. C'est une mouche à sang. Les garnes les utilisent pour la chasse. Elle débusque le gibier et le monstre l'attrape. Puis il se barbouille d'un peu de sang et d'abat écrasé pour les nourrir. Nous avons eu de la chance. Elle brandit l'insecte devant le nez de Richard. Les garnes à longue queue sont idiots. Avec un garne à queue courte, nous serions morts. Ils sont plus grands et beaucoup plus malins. Avant de quitter un terrain de chasse, ils comptent leurs mouches. Richard était mort de peur, épuisé, désorienté, et il souffrait le martyre. Ce cauchemar ne finirait-il jamais? Sans se soucier de l'objet qui le blessait, il se laissa retomber sur le dos avec un soupir rageur. Callan, après notre combat contre les tueurs, tu n'as rien voulu me dire et j'ai respecté ton silence. À présent, on me traque aussi. Pour ce que j'en sais, c'est peut-être le meurtrier de mon père. Il ne s'agit plus seulement de toi. Je ne peux plus rentrer chez moi. Dans ces conditions, j'ai le droit de savoir, au moins en partie, ce qui se passe. Je suis ton allié, pas ton adversaire. Il marqua une courte pause. Quand j'étais enfant, j'ai failli mourir d'une terrible fièvre. Z m'a sauvé en dégoûtant je ne sais quelle racine et jusque-là, c'était la seule occasion où j'ai frôlé la mort. Aujourd'hui, j'ai failli y passer 3 fois, mais Callan lui toucha les lèvres du bout d'un doigt pour lui imposer le silence. Tu as raison. Je répondrai à tes questions. Sauf si elles me concernent directement, pour l'instant, ça m'est impossible. Il se rassit et la regarda. La pauvre tremblait de froid. Richard enleva le sac à dos de ses épaules, l'ouvrit, en sortit une couverture et en enveloppa Callan. « Tu m'as promis de faire un bon feu. Tiendras-tu parole, Richard ?» Le jeune homme se leva en souriant. « Bien sûr. Il y a un pain compagnon juste de l'autre côté de la clairière. Si tu préfères, on en trouvera d'autres un peu plus loin. » La jeune femme le regarda, le front plissé d'inquiétude. « D'accord, nous irons plus loin. »« Richard, c'est quoi un pain compagnon ?» Chapitre 5. Richard écarta les branches de l'arbre. « Voilà, c'est ça, un pain compagnon, l'ami de tous les voyageurs. » Il faisait noir à l'intérieur de l'abri. Callan prit la relève de son ami, tenant les branches, afin que les rayons de lune l'éclairent, pendant qu'il utilisait son silex pour allumer un feu. Ayant souvent campé là quand il allait chez Z ou en revenait, Richard avait équipé le refuge d'un petit foyer en pierre. Callan remarqua une réserve de bois sec et au fond un tapis d'herbes séchées qui servait de couchette. Privé de son couteau, Richard se félicita d'avoir pensé à entreposer des brindilles. Le feu prit rapidement et fournit aux 2 voyageurs une lumière tremblotante. Richard ne pouvait pas tenir debout sous les branches à l'endroit où elles jaillissaient du tronc. Couvertes d'aiguilles aux extrémités mais nues à la base, elles formaient une sorte de niche, d'autant mieux abritée que les rameaux les plus bas s'incurvaient jusqu'au sol.
À condition d'être prudent, l'arbre ne souffrait pas des flammes et la fumée s'évacuait en montant en spirale le long du tronc. Enfin, les aiguilles étaient si denses qu'on restait au sec même quand il pleuvait dru. Richard adorait ces abris petits et confortables que la forêt de Heartland offrait un peu partout. Ce soir, il se réjouissait surtout que Callan et lui soient bien cachés. Avant sa rencontre avec le garne à longue queue, Richard éprouvait du respect pour certains animaux et certaines plantes de la forêt. Mais rien dans la nature ne lui avait jamais fait peur. Callan s'assit en tailleur près du feu. Elle tremblait toujours, malgré la couverture qu'elle serrait sur ses épaules. « J'ignorais l'existence des pins compagnons, avoua-t-elle. En voyage, je n'ai pas pour habitude de passer la nuit dans les bois. Mais il semble très agréable d'y dormir. » Richard remarqua qu'elle paraissait encore plus épuisée que lui. « Depuis quand n'as-tu pas fermé l'œil ?»« 2 jours, je crois. Tout se mélange un peu. » Comment pouvait-elle garder les yeux ouverts ? Quand le quatuor les poursuivait, il avait presque eu du mal à avancer à son rythme. Mais la peur devait lui donner des ailes. « Pourquoi as-tu veillé si longtemps ?»« Sur la frontière, dormir n'est pas une très bonne idée. » Callan contempla le feu et s'abandonna à son agréable chaleur. Alors que la lumière des flammes dansait sur son visage, elle sortit ses mains de sous la couverture pour les réchauffer. Pensant à la frontière et à ce qui risquait d'arriver si on s'y endormait, Richard frissonna. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Callan fit oui de la tête. Le jeune homme fouilla dans son sac à dos, trouva une casserole et sortit pour aller la remplir au ruisseau qu'ils avaient traversé en venant. Les bruits nocturnes résonnaient dans un air si glacial qu'il paraissait pouvoir se briser si on ne le traitait pas délicatement. Une nouvelle fois, Richard se maudit d'être parti de chez lui sans emporter son manteau, entre autres choses. Penser à l'ennemi qui s'était tapi dans sa maison pour l'attendre le fit frissonner de nouveau. Chaque fois qu'un insecte le frôlait, il craignait qu'il s'agisse d'une mouche à sang. Puis il soupirait de soulagement en reconnaissant un criquet blanc, un papillon de nuit ou un aile guipure. Quand des nuages voilèrent la lune, des ombres inquiétantes se découpèrent devant lui. Contre sa volonté, Richard leva les yeux. Les étoiles, qui clignotaient comme des lucioles, apparaissaient et disparaissaient au rythme où les nuages traversaient le ciel. L'un d'eux, cependant, ne bougeait pas. Richard revint sur ses pas, entra dans le refuge et mit la casserole à chauffer, en équilibre sur 3 pierres. S'asseyant d'abord loin de Callan, il changea d'avis et s'approcha d'elle parce qu'il avait froid. Tenta-t-il de se convaincre. Quand elle l'entendit claquer des dents, elle lui posa la moitié de sa couverture sur les épaules. Réchauffée par le corps de son ami, la laine enveloppa tendrement Richard. Il ne bougea plus et laissa la chaleur envahir peu à peu ses membres. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi dangereux qu'un garne. Les contrées du milieu doivent être terrifiantes. »« Le danger est partout, c'est vrai, » concéda Callan avec un sourire nostalgique. « Mais il y a aussi beaucoup de choses superbes, sans compter la magie. C'est un pays très beau. On y trouve une multitude de merveilles, et les garnes ne viennent pas de chez moi. Ils sont originaires de Dara. »« Dara ? Il traverse aussi la 2e frontière ?» Jusqu'au discours de son frère le jour même, Richard n'avait jamais entendu personne prononcer à voix haute le nom de ce pays, sauf pour le maudire. « Richard, » dit Callan, sans cesser de regarder le feu. « Il n'y a plus de 2e frontière. Celle qui séparait les contrées du milieu de Dara n'existe plus depuis le printemps. » Richard se raidit, comme si Dara la ténébreuse, au terme d'un bond de géant, venait d'atterrir près de lui. « Mon frère est peut-être un prophète qui s'ignore, » souffla-t-il. « Peut-être, » répéta simplement Callan.
Cela dit, il ne ferait pas fortune en prédisant des événements qui ont déjà eu lieu. Richard jeta un regard en biais à sa compagne, qui ne put s'empêcher de sourire. « Dès que je t'ai vu, j'ai eu l'impression que tu étais un garçon intelligent. Merci de me prouver que j'avais raison. » Dans sa position, Michael détient des informations que les autres n'ont pas. Il essaye peut-être de préparer les gens, de les habituer à cette idée pour qu'ils ne paniquent pas le moment venu. Michael répétait sans cesse que les informations étaient la clé du pouvoir et qu'il ne fallait pas les utiliser à la légère. Depuis qu'il était conseiller, il encourageait les gens à l'informer au plus vite. Le moindre fermier qui lui racontait une histoire s'attirait toute son attention. Si le récit était vrai, il obtenait une faveur en échange. L'eau commença à bouillir, Richard se pencha, saisit son sac par une lanière et le tira vers lui. Après avoir remis la couverture en place sur ses épaules, il sortit du sac un sachet de légumes séchés et le vida dans la casserole. Puis il prit dans sa poche une serviette de table où étaient enveloppées 4 grosses saucisses qu'il débita en petits morceaux avant de les ajouter à la soupe. « D'où sortent ces saucisses ? Tu les as prises chez ton frère ? Voilà qui n'est pas très convenable. Un homme des bois avisé veut toujours savoir d'où viendra son prochain repas, » répondit Richard en se léchant les doigts. « Michael ne serait pas très fier de tes manières. »« Je ne suis pas fier des siennes. » Avoua Richard, certain qu'elle ne le contredirait pas sur ce point. « Callan, son comportement est injustifiable. Depuis la mort de notre mère, il est très difficile à vivre. Cela dit, il se soucie vraiment des gens. C'est obligatoire pour être un bon conseiller. Sa charge pèse sur ses épaules et je n'envie pas ses responsabilités, mais il a toujours voulu être quelqu'un d'important. Obtenir le poste de premier conseiller était le rêve de sa vie. Au lieu de s'en réjouir, il est plus nerveux que jamais, toujours débordé, sans cesse à brailler des ordres de mauvaise humeur du soir au matin. Peut-être s'est-il aperçu que ce qu'il désirait ne lui convenait pas, mais j'aimerais tant qu'il redevienne comme avant. Au moins, tu as eu le bon goût de voler les meilleures saucisses, lâcha Callan. Cette remarque allégeant à point nommé l'atmosphère, ils rirent de bon cœur. Callan, je ne comprends pas au sujet de la frontière. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'elle est. Seulement qu'elle sert à séparer les pays pour préserver la paix et que quiconque s'y aventure n'en revient pas vivant. Chase et ses hommes s'assurent que les gens restent loin pour leur propre bien. Richard, chez toi, on ne raconte pas aux jeunes l'histoire des 3 pays ? Non. J'ai toujours trouvé ça étrange, mais personne n'a jamais répondu à mes questions, et on me juge mal parce que je cherche à savoir. Les vieux prétendent que ça fait trop longtemps pour qu'ils se souviennent, ou ils inventent d'autres prétextes. Mon père et Zed m'ont dit qu'ils vivaient jadis dans les contrées du milieu, et ils sont venus en terre d'Ouest quand la frontière n'existait pas, et ils se sont connus longtemps avant ma naissance. D'après eux, lorsqu'il n'y avait pas de frontière, la vie était très dure, et les gens se faisaient sans cesse la guerre. Mais à les en croire, c'était tout ce dont j'avais besoin de savoir, parce qu'il valait mieux oublier tout ça. Zed semblait encore plus amer que mon père à propos du passé. Callan cassa du petit bois et le jeta dans le feu. « Ah, Richard, c'est une très longue histoire. Si tu veux, je peux t'en raconter une partie. » Richard fit signe à son ami de continuer. « Il y a très longtemps, avant la naissance de nos parents, Dara était composée de plusieurs royaumes, comme les contrées du milieu. Panisral, un des dirigeants de Dara, se distinguait par sa cruauté et son avidité. Dès son accession au pouvoir, il tenta d'annexer tout le territoire, un royaume après l'autre, souvent avant que l'encre des traités de paix soit sèche. Très vite, il devint le maître absolu. Au lieu de profiter de sa puissance, il s'intéressa aussitôt à ce qu'on nomme aujourd'hui les contrées du milieu. Une confédération de pays qui restaient libres et indépendants tant qu'ils avaient la sagesse de vivre en paix les uns avec les autres. Ayant vu ce que Ral avait fait chez lui, les peuples des contrées du milieu se méfiaient. Conscients que signer un traité de paix ne servait à rien, ils choisirent de rester libres et se dotèrent d'une défense commune chapeautée par le Conseil des contrées du milieu. Certains membres ne s'appréciaient pas beaucoup, mais
La désunion, ils le savaient, aurait signifié leur perte. Panisral envoyait ses armées et la guerre dura des années. Ses légions, tenues en échec, il se tourna vers la sorcellerie. Elle était présente à Dara, pas seulement dans les contrées du milieu. À l'époque, on la trouvait partout. Pour elle, il n'existait pas de frontières. Bien entendu, Panisral fut là aussi fidèle à sa réputation de cruauté. Quelle sorcellerie a-t-il utilisée et qu'a-t-il fait? Des illusions, des maladies, d'étranges fièvres, mais les ombres furent le pire. Les ombres? Des silhouettes qui flottaient dans l'air. Les ombres n'avaient pas de forme solide ni de contour précis. Ces êtres n'étaient même pas vivants, selon notre définition de la vie. Des créatures de la magie, elles volaient au-dessus d'un champ ou d'un bois et les armes ne pouvaient rien contre elles. Les épées et les flèches traversaient comme si elles avaient été composées de fumée. Impossible de se cacher les ombres, repérer leur proie n'importe où. Quand l'une d'elles touchait quelqu'un, le corps de la victime gonflait et finissait par exploser. Aucun malheureux frôlé par une ombre n'a jamais survécu. Des bataillons entiers massacrés. Quand Panisral a commencé à utiliser la magie de cette façon, un sorcier très puissant et très honorable s'est rallié à la cause des contrées du milieu. Et comment s'appelait-il? Cela fait partie de l'histoire, attends que j'en arrive là. Richard ajouta des épices à la soupe et tendit l'oreille. Des milliers d'hommes avaient péri au combat, la magie en tue encore plus. Après une si longue guerre, il était atroce de perdre tant des nôtres à cause de la force maléfique invoquée par Ral. Heureusement, le grand sorcier neutralisa sa magie noire et ses légions durent retourner chez elle. Et comment ton génial sorcier a-t-il vaincu les ombres? Il a fabriqué par magie des cornes de guerre. Quand nos soldats soufflaient dedans, les créatures se dispersaient comme de la fumée chassée par le vent. Le cours de la guerre en fut inversé. Après tant de ravages, nos chefs décidèrent qu'entrer en Dara pour détruire Ral et ses troupes coûterait trop de vies humaines. Pourtant, il fallait empêcher Ral de revenir un jour à l'assaut, ce qu'il ferait à coup sûr. Mais beaucoup de gens craignaient davantage la sorcellerie que les hordes de Dara. Ils ne voulaient plus jamais s'y frotter. Leur ultime désir était de vivre dans un endroit d'où elles seraient bannies. Terre d'Ouest fut fondée pour eux. Désormais, il existerait 3 territoires délimités par des frontières. Mais ne t'y trompe pas, si elles furent créées avec l'aide de la magie, elles ne sont pas magiques. Quand Richard voulut regarder son ami dans les yeux, elle détourna la tête. Dans ce cas, que sont-elles? Bien que Callan ne lui fît pas face, le jeune homme la vit baisser les paupières un bref instant. Elle prit la cuillère qu'il avait sortie de son sac et goûta à la soupe, qui ne pouvait pas être déjà cuite. Puis elle se tourna lentement vers lui, comme pour s'assurer qu'il voulait vraiment entendre sa réponse. Richard attendit, impassible. Les frontières appartiennent au pays d'en dessous, le royaume des morts. Elles ont été transférées à la surface par magie pour séparer les 3 pays, une sorte de rideau tiré au milieu de notre univers, ou une déchirure dans la trame du monde des vivants. Si je comprends bien, entrer dans une zone frontière revient à tomber dans un autre monde, comme quand on passe à travers une crevasse. Donne-t-elle accès au royaume des morts? Ce n'est pas si simple. Notre univers reste présent. Le royaume des morts est là aussi, au même endroit et au même moment. Il faut environ 2 jours de marche pour traverser les terres où se dresse la frontière. Pendant ces 2 jours, on est également dans le royaume des morts. Ce sont des contrées dévastées. Toute créature vivante qui touche le royaume des morts, ou qui est touchée par lui, meurt inéluctablement. Voilà pourquoi personne ne peut traverser. Quand on y entre, on s'aventure dans le royaume des morts, et nul n'en est jamais revenu. Et pourtant tu as réussi. Comment as-tu fait? Avec l'aide de la sorcellerie. La frontière ayant été transformée dans notre monde grâce à la magie, les sorciers ont supposé que je serais en sécurité si des sorts me protégeaient. Mais ils ont eu beaucoup de mal à les lancer. Ils se frottaient à des notions dangereuses qu'ils ne comprenaient pas entièrement. N'ayant pas invoqué eux-mêmes la frontière, ils n'étaient pas certains que ça marcherait. Bref, ils ignoraient ce qu'il se passerait. Même si j'ai traversé la frontière,
J'ai peur de ne jamais pouvoir en sortir complètement. Comme envoûté, Richard ne put d'abord rien dire. Son ami avait cheminé dans le royaume des morts. Comment était-ce possible, même avec l'assistance de la magie? Et où avait-elle trouvé le courage de braver des dangers pareils? Tout cela dépassait l'entendement. Le regard de Callan croisa le sien. Il lut de la terreur dans ses yeux, qui avaient vu ce qu'aucun être vivant n'avait jamais contemplé. « Dis-moi ce que tu as découvert, » souffla-t-il enfin. Soudain blême, Callan tourna de nouveau la tête vers le feu. Une petite branche de bouleau éclata, la faisant cligner des yeux. Sa lèvre inférieure tremblait et la lueur des flammes se reflétait dans les larmes qui perlaient à ses paupières. Richard comprit qu'elle ne voyait plus le feu, mais autre chose. Au début, c'était comme marcher dans les étendues de feu glacé qu'on voit la nuit dans le ciel nordique. À l'intérieur, l'obscurité est plus profonde que tout ce qu'on imagine. Et il y avait des gens avec moi. Elle se tourna vers Richard, troublée, comme si elle ne savait plus où elle était. Devant la douleur qu'exprimait son visage, à cause de ces maudites questions, le jeune homme eut le cœur serré. Les joues sillonnées de larmes, Callan se posa une main sur la bouche, mais ne put pas étouffer les sanglots qui montaient de sa gorge. Richard sentit que ses bras tremblaient aussi. « Ma mère! Je ne l'avais plus vue depuis tant d'années, et Dini, ma sœur, je suis si seule, et j'ai si peur. » Callan se tut, cherchant sa respiration, comme si elle étouffait. Richard était en train de la perdre. Les spectres qu'elle avait rencontrés dans le royaume des morts la tiraient vers eux comme s'ils voulaient la noyer. Paniqué, Richard la prit par les épaules et la força à se tourner vers lui. « Callan, regarde-moi, regarde-moi !»« Dini, Callan, je suis si seule, j'ai tellement peur. Callan, je suis avec toi, regarde-moi !» Elle continua à sangloter les yeux fermés, le souffle de plus en plus court, puis elle leva de nouveau les paupières. À l'évidence, elle ne voyait pas Richard, mais un lieu inconnu. « Tu n'es pas seule, et je ne t'abandonnerai pas. » Richard la secoua pour la forcer à l'écouter, la peau froide et mortellement pâle. Elle ne respirait presque plus. « Je suis là, tu n'es pas seule !» Désespéré, il la secoua de nouveau, mais rien n'y faisait. Elle allait mourir. De plus en plus paniqué, Richard fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Chaque fois qu'il avait eu peur, il s'était montré capable de contrôler ce sentiment, et une grande force naissait de ce processus. S'il essayait maintenant, peut-être communiquerait-il un peu de cette puissance à Callan. Il ferma les yeux, bannit sa peur, étouffa sa panique et chercha à atteindre un calme intérieur total. Puis il se concentra sur la force qui l'habitait. Dans son esprit, ainsi apaisé, il tordit le cou à ses angoisses et focalisa ses pensées sur la force que lui conférait sa quiétude. Le royaume des morts ne s'emparait pas de son ami. « Callan, laisse-moi t'aider. Tu n'es pas seul. Je suis là et je peux te secourir. Prends ma force. » Il serra plus violemment les épaules de la jeune femme et la sentit trembler tandis qu'elle luttait pour respirer entre ses sanglots. Alors, il imaginait qu'il lui communiquait sa force comme si elle coulait entre ses mains pénétrant dans son corps et dans son esprit pour l'arracher aux ténèbres. Dans cette obscurité plus noire que tout, il serait l'étincelle de vie et de lumière qui la ramènerait au monde des vivants. « Callan, je suis là et je ne t'abandonnerai pas. Tu n'es pas seul, fais-moi confiance. Reviens vers moi, je t'en supplie. » Il pensa à une lumière chaude et vivante avec l'espoir que ça aiderait la jeune femme. « Je vous en prie, révéré fantôme, permettez-lui de la voir, la lumière la sauvera et laissez-la utiliser ma force. »« Richard !» appela Callan, comme si elle le cherchait dans la nuit. « Je suis là !» répéta-t-il. « Je ne t'abandonnerai pas, reviens vers moi. » Callan recommença à respirer et parut de nouveau le voir. Du soulagement s'afficha sur son visage quand elle le reconnut, et elle pleura d'une façon plus normale, se laissant aller contre lui. Elle s'accrocha à son corps comme s'il était un rocher dans une rivière déchaînée. Il la serra contre lui et la laissa sangloter en lui murmurant des paroles de réconfort. Après avoir eu aussi peur que le royaume des morts l'emporte, il ne la laisserait plus jamais s'éloigner de lui. Il tendit une main, saisit la couverture
et la tira de nouveau sur les épaules de Callan. Elle se réchauffait vite, un signe qu'elle ne risquait sans doute plus rien. Mais le royaume des morts avait sur elle une emprise inquiétante. Cela n'aurait pas dû arriver. Callan n'y était pas resté si longtemps que ça, après tout. Richard ignorait comment il avait réussi à la tirer de là. Mais ça avait été de justesse. À la lueur rougeâtre du feu, le pin compagnon semblait de nouveau un refuge sûr. Hélas, c'était une illusion. Richard garda longtemps Callan dans ses bras. Il lui caressa la tête et la berça comme une enfant. À la façon dont elle s'accrochait à lui, il comprit que personne ne l'avait réconforté ainsi depuis très longtemps. Même s'il ignorait tout des sorciers et de leur art, nul n'aurait chargé Callan de traverser la frontière sans une raison impérieuse. Qu'y avait-il d'assez important pour envoyer quelqu'un dans le royaume des morts? Callan s'écarta de lui et se raidit, rose de confusion. « Oh, désolée, je n'aurais pas dû te toucher ainsi, j'étais... Aucun problème. La première mission d'un ami est d'offrir une épaule pour pleurer. » Elle acquiesça, mais ne se détendit pas. Richard sentit qu'elle ne le quittait pas des yeux pendant qu'il retirait la soupe du feu, histoire qu'elle refroidisse un peu. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-elle pendant qu'il remettait du bois dans les flammes. « Fais quoi ?» demanda-t-il. « Poser des questions qui ont généré des images dans ma tête et m'ont contrainte à répondre alors que je n'en avais pas l'intention. » Eh bien, Z me demande souvent la même chose. Je suis née comme ça, c'est tout. Parfois, je me dis que c'est une malédiction. Callan, je suis navrée d'avoir voulu savoir ce que tu as vu, c'était stupide. Parfois, mon bon sens est aveuglé par la curiosité. Désolée de t'avoir fait souffrir. Mais le royaume des morts te rappelait à lui, et ça n'aurait pas dû se produire. Je me trompe ? Non, tu as raison. On aurait dit que quelqu'un attendait de me capturer dès que j'y repenserais. Sans toi, j'aurais pu être perdue pour toujours. Mais j'ai vu une lueur dans l'obscurité. J'ignore comment tu es parvenu à me ramener. Tu t'en es peut-être sorti simplement parce que tu n'étais pas seul, avança Richard en prenant la cuillère. Peut-être, répéta Callan sans conviction. Je n'ai aucun couvert, il faudra partager. J'ai déjà fait mieux, mais c'est toujours meilleur qu'un coup de pied dans l'arrière-train. Sa plaisanterie eut l'effet recherché, Callan sourit. Ravi, il lui tendit la cuillère. Si je dois t'aider à échapper au prochain quatuor, il me faut des réponses, et je crains que nous n'ayons pas beaucoup de temps. C'est vrai, mais ne t'en fais pas, je tiendrai le coup. Richard la laissa manger un peu avant de continuer. Que s'est-il passé après l'apparition des frontières, et qu'est devenu le grand sorcier? Callan pêcha un morceau de saucisse dans la soupe avant de lui rendre la cuillère. Il est arrivé quelque chose, un peu avant l'avènement des frontières, alors que le sorcier était concentré sur le contrôle de la magie. Panisral a trouvé un moyen de se venger. Il a envoyé un quatuor assassiner sa femme et sa fille. Et qu'a fait le sorcier? Il a repoussé la magie de Ral et l'a confinée en Dara pendant que la frontière se matérialisait. Au moment exact où elle apparaissait, il a envoyé une boule de feu à travers pour qu'elle soit en contact avec la mort et acquiert la puissance des deux mondes. Puis les frontières apparurent, infranchissables. Si Richard n'avait jamais entendu parler de boule de feu, il imagina très bien ce que c'était. Quel fut le sort de Panisral? On ne peut pas le dire à cause des frontières, mais je suis sûre que personne n'aimerait échanger son destin contre le sien. Richard lui tendit la cuillère et la regarda manger en essayant d'imaginer ce que pouvait être le juste courroux d'un sorcier. Callan lui rendit le couvert et continua. Au début, tout allait bien. Mais quand le Conseil des contrées du milieu a commencé à prendre des initiatives, le grand sorcier affirma qu'il était corrompu. Sa position avait un rapport avec la magie. Il a découvert que le Conseil n'avait pas respecté leur accord sur la façon de la contrôler. Selon lui, le coût des richesses et les actes inconsidérés des conseillers risquaient de provoquer des horreurs pires que celles de la guerre. Ces hommes pensaient savoir mieux que lui comment gérer la magie. Pour des raisons politiques,
Ils ont nommé un de leurs sbires à un poste que seul un sorcier était habilité à affecter. Furieux, il leur a dit que c'était à lui de déterminer qui devait occuper cette position. Cette nomination le regardait. Il avait formé d'autres sorciers, mais leur cupidité les poussa à prendre le parti du conseil. Fou de rage, le grand sorcier déclara que sa femme et sa fille étaient mortes pour rien. Résolu à punir les conseillers, il prit la pire mesure possible, les abandonner et les laisser souffrir des conséquences de leurs actes. Richard sourit. Tout à fait le genre de réaction qu'aurait eu son vieil ami Z. Puisqu'il savait si bien ce qu'il fallait faire, il n'avait pas besoin de lui. Un peu plus tard, il disparut dans la nature, mais avant de s'en aller, il invoquait une toile de sorcier. Une quoi ? Coupa Richard. C'est le nom d'un sort. Après son départ, personne dans les contrées du milieu ne se souvint plus de son nom ou de son apparence. Depuis, nul ne sait où il est ni comment il s'appelle. Callan ajouta des brindilles dans le feu et se perdit dans ses pensées. Richard mangea en attendant qu'elle reprenne le fil de son histoire. Au début de l'hiver dernier, le mouvement a commencé. Quel mouvement ? Demanda Richard, la cuillère en suspension à quelques pouces de ses lèvres. Le mouvement de Darkenral. Il semblait jaillir de nulle part. D'un seul coup, des milliers de gens dans les grandes villes se sont mis à scander son nom. Ils l'appelaient Petit Père Ral et le tenaient pour le plus grand pacifiste qui eût jamais vécu. C'est le fils de Panis Ral, et il vit en Dara, de l'autre côté de la frontière. Comment ces gens ont-ils entendu parler de lui ? Elle marqua une pause pour que Richard saisisse l'importance de cette question. Puis les garnes ont traversé la frontière. Des dizaines de malheureux sont morts avant que la population décide de ne plus sortir la nuit. Comment ces monstres ont-ils traversé ? La frontière s'affaiblissait, mais personne ne le savait. Comme la partie supérieure s'est délitée la première, les monstres ont pu la survoler. Au printemps, il ne restait plus rien de la frontière. Alors, l'armée du peuple pour la paix, la force de Darkenral est entrée dans nos grandes villes. Au lieu de combattre le conquérant, les peuples des contrées du milieu ont jeté des fleurs sur son passage. Ceux qui refusaient furent pendus. Par l'armée de Ral ? Non. Par leurs concitoyens. Ils les accusaient de menacer la paix. Donc ils les exécutaient. L'armée du peuple n'a pas levé le petit doigt. Les membres du mouvement en ont profité pour claironner que Darkenral avait démontré sa volonté de vivre en paix. Après tout, son armée ne tuait pas les résistants. Mais encore, elle finit par intervenir pour faire cesser les massacres. Depuis que les réfractaires sont envoyés dans des camps où on les rééduque, ils découvrent la grandeur du petit père Ral et apprennent que c'est un véritable pacifiste. Bien entendu, on les incite aussi à le vénérer. Les convertis comptent parmi les plus fanatiques. Beaucoup passent leur journée à répéter son nom. Donc, les contrées du milieu ne se sont pas battues. Darkenral a demandé au conseil de se joindre à lui pour défendre la paix. Les conseillers dociles furent tenus pour des défenseurs de l'harmonie universelle. Ceux qui refusèrent, accusés de trahison, furent exécutés sur le champ par Darkenral en personne. De sa propre main, Ral porte une dague incurvée à sa ceinture, et il adore s'en servir. Je t'en prie, Richard, ne me demande pas de décrire ce qu'il a fait à ces hommes. Mon estomac ne le supporterait pas. Je voudrais pourtant savoir comment ont réagi les sorciers. Ils ont enfin ouvert les yeux, mais Ral a proscrit l'usage de la magie. Tout contrevenant serait traité comme un rebelle. Chez moi, Richard, la magie est une composante naturelle de beaucoup d'êtres humains et de créatures. Cela revient à dire qu'on est un criminel parce qu'on a 2 bras et 2 jambes. Il faudrait donc se les couper. Ensuite, Ral a interdit le feu. Le feu ? Pourquoi ? Demanda Richard. Le petit père ne donne jamais d'explication. Mais il faut savoir que les sorciers utilisent beaucoup le feu. Hélas, il ne les craint pas. Il a plus de pouvoir que son père et tous les mages que je connais. Ses fidèles, en revanche, ne sont pas avares d'explications. Selon eux, ayant été utilisé contre le père de Darken, le feu est une offense à la maison Ral. C'est pour ça que tu voulais t'asseoir devant une bonne flambée ?
Allumer du feu sans l'autorisation de Ral ou de ses fidèles est puni de mort dans les contrées du milieu. En terre d'Ouest, ce sera peut-être pareil. Ton frère aimerait interdire le feu, et si notre mère est morte dans un incendie? Coupa Richard, exaspéré. C'est pour ça que Michael se méfie du feu. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'a jamais parlé de l'interdire, seulement d'éviter que d'autres personnes soient blessées ou tuées. Il n'y a rien de mal à vouloir empêcher les gens de souffrir. De faire souffrir ne semble pas le déranger. Richard inspira à fond pour se calmer. C'est ce qu'on pourrait croire, mais tu ne le comprends pas, c'est sa façon d'être. Il ne veut pas vraiment me nuire. Après la mort de notre mère, Michael a surtout fréquenté ses amis, puis il s'est lié avec tous les gens qu'il jugeait importants. Certains étaient prétentieux et arrogants, notre père les détestait et il ne le cachait pas. Ils se sont souvent disputés à ce sujet. Un jour, Père a rapporté à la maison un vase avec de petites silhouettes sculptées sur le col comme si elles dansaient autour. Il était fier de sa découverte. Une pièce très ancienne dont il espérait tirer une pièce d'or. Michael prétendit qu'il pouvait obtenir beaucoup plus que ça. Comme d'habitude, ils se querellèrent, puis notre père céda et le laissa se charger de la vente. L'affaire conclue, il revint et jeta 4 pièces d'or sur la table. Père les contempla un long moment. Enfin, très calmement, il déclara que le vase ne valait pas ça. Qu'avait donc raconté Michael à ses clients? Ce qu'ils avaient envie d'entendre, répondit mon frère. Quand Père voulut ramasser les pièces, Michael posa une main dessus. Il en prit 3 et lui en laissa une, puisque c'était ce qu'il s'attendait à recevoir. « Voilà ce que valent mes amis, Georges, » lança-t-il en guise de conclusion. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Père ne l'a jamais autorisé à vendre un autre objet. Mais sais-tu ce que Michael a fait de l'argent? Dès que notre père repartit en voyage, il alla régler les dettes de la famille. Il ne s'est rien acheté pour lui. Michael agit parfois brutalement, comme aujourd'hui, en parlant de notre mère en public, puis me montrant du doigt. Mais je sais qu'il se soucie de l'intérêt général. Il refuse que des gens soient blessés par le feu, rien de plus. Parce qu'il veut le bien de tous, il espère empêcher d'autres personnes de vivre un drame comme le nôtre. Callan continua à dessiner dans la poussière, sans lever les yeux, puis elle jeta sa brindille dans le feu. « Désolée, Richard. Je ne devrais pas être si méfiante. Je sais que perdre sa mère est une terrible épreuve. Tu as raison au sujet de Michael. Je suis pardonnée? Bien sûr, dit Richard. Si j'avais subi ce que tu as subi, j'aurais tendance à voir le mal partout. Navré de m'être emporté. Si tu me pardonnes aussi, je te laisserai finir la soupe. Callan approuva d'un sourire et accepta sa proposition. Richard brûlait d'entendre la suite de son histoire. Il la regarda pourtant manger en silence avant de demander. « Les forces de Dara occupent toutes les contrées du milieu ?» « Mon pays est très vaste. L'armée du peuple a seulement conquis quelques grandes villes. Dans beaucoup d'endroits, les gens ignorent tout de l'Alliance. Ral ne s'en soucie guère. Pour lui, c'est un problème secondaire. Les sorciers ont découvert son véritable objectif, s'approprier la magie dévoyée par le Conseil, celle qui mettait en fureur le grand sorcier. S'il la contrôle, Ral régnera sur le monde sans avoir à se battre. 5 sorciers se sont aperçus qu'ils avaient eu tort et que leur maître disait vrai. Pour se racheter à ses yeux, ils ont tenté de sauver les contrées du milieu, et ton pays, du désastre qui les guette si Ral obtient ce qu'il veut. Ils se sont lancés à la recherche du grand sorcier, mais Ral le traque aussi. 5 sorciers, as-tu dit? Combien sont-ils en tout? Ils étaient 7. Le maître et ses 6 disciples. Le grand sorcier a disparu et un de ses élèves vend ses services à une reine. Un comportement déshonorant pour un membre de sa profession. Comme je te l'ai dit, les 5 autres sont morts. Avant de périr, ils ont fait fouiller de fond en comble les contrées du milieu, mais leur maître n'y était plus. Ils en ont déduit qu'il était en terre d'Ouest. Callan laissa tomber la cuillère dans le récipient vide. Oui, et ils devaient avoir raison. Et ils croyaient que leur maître arrêterait Darkenral alors qu'il ne le pouvait pas? Quelque chose clochait dans cette histoire. Richard n'était plus très sûr de vouloir connaître la suite. Non, le grand sorcier n'est pas assez puissant pour vaincre Ral. Ce que voulaient ses disciples
et qui nous épargnera tout le mal à l'avenir, c'était qu'il identifie la personne qui est le seul à pouvoir nommer au poste dont je parlais tout à l'heure. Au soin que Callan mettait à choisir ses mots, Richard comprit qu'elle jonglait avec des secrets qu'il n'était pas censé connaître. Il n'insista pas et posa une question qui ne risquait pas de la mettre dans l'embarras. Pourquoi ne sont-ils pas venus eux-mêmes lui demander d'agir ? Parce qu'il redoutait un refus et qu'il n'avait pas le pouvoir de le contraindre. 5 sorciers, impuissants face à un seul. Callan eut un sourire sans joie. Ils étaient ses disciples, de simples mortels qui désiraient devenir des sorciers. Il n'était pas né avec le don. Leur maître, lui, avait 2 sorciers pour parents. Le pouvoir coule dans son sang, et pas seulement dans son esprit. Ses élèves n'auraient jamais pu l'égaler et encore moins le contraindre à quoi que ce fût. Callan se tut. « Alors » souffla Richard. Il n'ajouta rien, une façon de lui laisser deviner sa question suivante, à laquelle il entendait avoir une réponse, qu'elle consentit à lui donner dans un murmure. « Alors, ils m'ont envoyé parce que je peux le faire, contrairement à eux. » Tandis que le feu crépitait presque joyeusement, Richard sentit la tension de son amie et devina qu'elle n'en dirait pas plus sur ce sujet. Il ne la pressa pas de questions, désireux qu'elle se sente en sécurité. Quand il posa une main sur son avant-bras, elle mit la sienne dessus. « Et comment comptes-tu retrouver ce sorcier ? » ?»« Je n'en sais rien. La seule certitude, c'est que je dois le dénicher très vite. Sinon, nous sommes tous perdus. » Richard réfléchit un court moment. « Z nous aidera. Il lit dans les nuages. Retrouver une personne disparue entre dans ses attributions. »« Ton amie pratique la magie ?» demanda Callan, soudain méfiante. « En terre d'Ouest. Elle n'est pas censée exister. » Selon lui, ça n'a rien de magique, et tout le monde peut apprendre. Il a essayé de m'enseigner son art, et il se moque toujours de moi quand je lance un truc du genre. Eh bien, on dirait qu'il va pleuvoir. Puis il roule de gros yeux et s'écrie « La magie ! Tu dois être un grand sorcier, mon garçon, pour regarder le ciel et prédire aussi bien l'avenir. » Callan éclata de rire, un son qui mit du baume sur le cœur de Richard. Malgré toutes les questions restées sans réponse, il décida de la laisser tranquille. Elle était loin de lui avoir tout dit, mais il en savait quand même un peu plus. L'important à présent était de trouver le sorcier puis de se mettre à l'abri. Un autre quatuor arriverait bientôt. Il leur faudrait filer vers l'ouest pendant que le sorcier ferait le nécessaire, quoi que ça puisse être. Callan ouvrit la bourse qu'elle portait à la ceinture et en sortit un sachet de toile huilée. Elle l'ouvrit et passa un index dans la substance brunâtre qu'il contenait. Cet onguent accéléra la guérison des piqûres de mouches. Tourne la tête. Le baume soulagea aussitôt Richard, qui reconnut l'odeur de certaines plantes médicinales dont Z lui avait enseigné l'usage. Il savait fabriquer un onguent similaire, mais avec de la fleur d'aume qui supprimait la douleur en cas de blessure. Callan finit de le traiter et s'occupa de ses propres lésions. Richard leva sa main rouge et gonflée. « Mets-en un peu là-dessus, s'il te plaît. »« Que t'est-il arrivé ?» ?»« Une épine m'a attaqué ce matin. » Callan appliqua doucement l'onguent sur sa plaie. « Je n'ai jamais vu une épine faire de pareils dégâts. » Elle était très agressive. « J'irai mieux demain au réveil. » L'onguent ne lui fit pas autant de bien qu'il espérait, mais il affirma le contraire pour ne pas inquiéter son ami. Comparé aux soucis de Callan, sa main blessée n'était rien. Il la regarda, refermer le sachet avec une lanière de cuir et le remettre dans sa bourse. « Richard, as-tu peur de la magie ?» demanda-t-elle, pensive. Il prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Elle m'a toujours fascinée. Un art très excitant à mes yeux. À présent, je sais aussi qu'elle peut être dangereuse. En somme, c'est comme les gens. On reste aussi loin qu'au possible de certains, et on a beaucoup de chances de connaître les autres. » Callan sourit
satisfaite de sa réponse. « Richard, avant de pouvoir dormir, je dois faire quelque chose. Invoquer une créature magique, pour être précise. Si tu promets de ne pas avoir peur, je te laisserai la voir. Une chance qui ne se présentera pas souvent à toi. Peu de gens ont vu cette créature, et bien peu la verront à l'avenir. Mais tu dois jurer de sortir et d'aller faire un tour dehors quand je te le demanderai. À ton retour, tu ne devras pas me poser de questions. Je suis épuisée, il faut que je dorme. » « Promis, » dit Richard, flatté par l'honneur qu'elle lui faisait. Callan rouvrit sa bourse et en sortit une fiole fermée par un bouchon. Des lignes bleues et argent s'entrecroisaient sur le verre et une lumière brillait à l'intérieur de l'étrange réceptacle. Les yeux de Callan se plantèrent dans ceux du jeune homme. Cette créature, une flamme nuit, se nomme Char. Il est impossible de la voir pendant la journée. Char fait partie de la magie qui m'a aidé à traverser la frontière. Elle fut mon guide. Sans elle, je me serais perdue à jamais. Des larmes perlèrent aux paupières de Callan, mais sa voix ne trembla pas. Ce soir, elle va mourir. Char ne peut pas vivre si loin de ses semblables, et elle n'a pas la force de retraverser la frontière. Elle s'est sacrifiée pour moi, parce que son peuple, comme beaucoup d'autres, périra si Darkenroll arrive à ses fins. Callan retira le bouchon et posa la fiole sur le plat de sa main. Un volute de lumière s'échappa du petit récipient. Flottant dans l'air, elle conféra une vive lueur argentée à tout ce qui se trouvait dans le refuge végétal. Quand elle s'immobilisa, entre les deux jeunes gens, la lumière s'adoucit. Bouche bée, Richard regarda la fragile entité et n'en crut pas ses oreilles, quand elle parla d'une toute petite voix. « Bonsoir, Richard Siffer. »« Bonsoir à toi, Char. »« Merci d'avoir aidé Callan ce matin. En agissant ainsi, tu as également servi mon peuple. Si tu as un jour besoin de mes semblables pour qu'ils accourent, il suffira que tu dises mon nom, car aucun ennemi ne peut le connaître. » « Merci, Char. Mais je doute d'aller un jour dans les contrées du milieu. Dès que nous aurons trouvé le sorcier, nous filerons vers l'ouest pour échapper aux hommes qui veulent nous tuer. » La flamme nuit tourna lentement dans l'air comme si elle réfléchissait. Sa lumière argentée douce et tiède caressa le visage de Richard. « Si c'est ce que tu veux, il doit en être ainsi. » Richard fut soulagé de l'entendre dire cela. Char recommença à tourner sur elle-même, puis elle s'arrêta net. « Mais sois prévenu, Darkenral vous traque tous les deux, et il ne renoncera pas. Si vous fuyez, il vous poursuivra. C'est une certitude, et contre lui, vous serez impuissant. Il vous abattra très bientôt. » La bouche sèche, Richard parvint à peine à déglutir. Si c'était pour en arriver là, le garne les aurait tués vite et tout aurait déjà été fini. « Char, n'avons-nous aucun moyen de nous en sortir ?» La créature s'immobilisa de nouveau. « Si tu lui tournes le dos, tes yeux ne le verront pas. Il te piégera. La chasse est son plus grand plaisir. » « N'y a-t-il rien à faire ?» Char tourbillonna de nouveau. Cette fois, avant de s'immobiliser, elle approcha de Richard. « Une bien meilleure question, Richard Siffer. La réponse est enfouie au plus profond de toi-même. Il faut la chercher. Sinon, il vous abattra tous les deux. Bientôt. »« Dans combien de temps ?» demanda Richard avec une agressivité qu'il ne parvint pas à contrôler. Char recula un peu. Richard fit un pas en avant, résolu à ne pas laisser passer cette occasion d'apprendre quelque chose d'utile. Char s'immobilisa. « Le premier jour de l'hiver, Richard Siffer, quand le soleil brillera dans le ciel, si Darkenral
ne vous a pas tué avant, et s'il n'est pas vaincu, mes semblables mourront à ce moment-là, et vous aussi. Ral aimera beaucoup ça. » Richard se tut un instant, perplexe. Quelle était la meilleure façon d'interroger un point lumineux tourbillonnant? « Char, Callan essaie de sauver tes semblables, et moi je tente de l'aider. Tu as sacrifié ta vie pour cela. Si nous échouons, tout le monde mourra, comme tu viens de le dire. Si tu sais quelque chose qui nous permettra de vaincre Ral, je te supplie de me le révéler. » Sans cesser de tourner sur elle-même, la créature de lumière décrivit un cercle dans le refuge. Après avoir illuminé tous les coins où elle passait, elle s'arrêta devant lui. « Je t'ai déjà donné la solution. Elle est en toi. Trouve-la ou meurs. » Désolé, Richard Siffer. J'aurais aimé en faire plus. Mais je ne sais rien de la réponse, à part qu'elle est en toi. Richard acquiesça et se passa une main dans les cheveux. Qui était le plus frustré, lui ou Char? Il tourna la tête et vit que Callan était assise, très calme, les yeux rivés sur la petite créature. La flamme nuit attendit en tournant sur elle-même. « Très bien. Peux-tu au moins me dire pourquoi Ral veut me tuer? Seulement parce que j'ai aidé Callan, ou y a-t-il une autre raison ?» Char s'approcha. « Il y a une autre raison, mais elle est secrète. »« Quoi ?» s'exclama Richard en se levant d'un bond. La créature suivit son mouvement. « Je ne sais rien de plus. Désolée. Mais il veut ta mort, c'est certain. »« Comment s'appelle le grand sorcier ?»« Une très bonne question, Richard Siffer. Hélas, je l'ignore. » Le jeune homme se rassit et se prit la tête entre les mains. Char tourbillonna de plus belle, projetant des colonnes de lumière et décrivit des cercles autour de sa tête. Il comprit qu'elle essayait de le réconforter. À l'agonie, cette créature se souciait quand même de lui. Il ravala la boule qui se formait dans sa gorge. « Char, merci d'avoir aidé Callan. Aussi courte qu'elle semble devoir être, ma vie a été prolongée parce que Callan m'a empêché de commettre une folie aujourd'hui. Il la connaîtrait pour moi un grand honneur. Sois béni d'avoir aidé mon ami à traverser la frontière. » Il sentit ses yeux s'embuer de larmes. Char s'approcha encore et lui caressa le front. Soudain, il lui sembla entendre sa voix résonner dans sa tête plutôt qu'à ses oreilles. « Richard Siffer, je pleure de ne pas connaître les réponses qui pourraient te sauver. Si je les détenais, sois certain que je te les livrerais de bon cœur. Mais je sais qu'il n'y a que du bon en toi et je te fais confiance. Tu as ce qu'il faut pour réussir. Quand viendra le temps où tu douteras de toi-même, ne renonce pas. Souviens-toi que je croyais en toi et en tes chances de succès. Tu es un être d'exception, Richard Siffer. Aie confiance en toi et protège Callan. » Richard s'aperçut que des larmes jaillissaient à flots de ses paupières pourtant closes. Dans sa gorge, la boule l'empêchait de respirer. « Aucun carne ne rôde dans les environs. S'il te plaît, laisse-moi seul avec Callan. Mon heure a sonné. » Adieu, Char. Te rencontrer fut un honneur. Richard sortit, sans un regard en arrière. Quand il fut parti, Char vient léviter devant Callan et s'adressa à elle selon le protocole requis. « Mère inquisitrice, il ne me reste plus beaucoup de temps. Pourquoi ne lui as-tu pas révélé qui tu es ?» Les épaules voûtées et les mains sur son giron, Callan ne détourna pas son regard du feu. « Char, je ne pouvais pas, c'est trop tôt. » « Inquisitrice, Callan, ce n'est pas loyal. Richard Siffer est ton ami. »« Ne comprends-tu pas? C'est pour ça que je ne peux pas lui dire. S'il savait la vérité, il me retirerait son amitié et se détournerait de moi. Tous les gens ont peur des inquisitrices, mais lui, il me regarde dans les yeux.
Personne d'autre n'en a le courage, et nul être vivant ne lie en moi comme lui. Ses yeux me rassurent. Être à ses côtés fait sourire mon cœur. Et si quelqu'un d'autre lui révèle la vérité avant toi, ce serait pire. Callan regarda la flamme nuit, les yeux pleins de larmes. Je lui dirai tout avant que ça arrive. Inquisitrice Callan, tu joues avec le feu. S'il tombe amoureux de toi, tes révélations lui briseront le cœur. Non, ça ne se passera pas comme ça. Tu le choisiras. Jamais! Cria Callan, horrifié. Char recula, comme effrayé, puis revint flotter devant le visage de la jeune femme. Inquisitrice Callan, tu es la dernière de tes semblables. Darkenral a tué tous les autres, même ta sœur Dini. La mère inquisitrice doit se choisir un compagnon. Je ne ferai pas ça à un homme que j'apprécie. Aucune inquisitrice ne s'abaisserait à cela. Désolée, mère inquisitrice, mais tu devras choisir. Callan releva les jambes, les entoura de ses bras et posa la tête sur ses genoux. Les épaules secouées de sanglots, elle s'abandonna à son chagrin. Ses cheveux ondulants autour de son visage, pour la réconforter, Char décrivit des cercles autour de sa tête et l'inonda de colonnes de lumière argentée. Elle continua jusqu'à ce que Callan cesse de pleurer, puis s'immobilisa de nouveau devant son visage. Il n'est pas facile d'être une mère inquisitrice. Désolée, Callan. Pas facile, répéta la jeune femme. Oui, un grand poids pèse sur tes épaules. Char se posa sur le bras de son amie et ne bougea plus, la laissant contempler en paix la lente agonie du feu de camp. Puis elle s'envola et reprit sa position devant les yeux de Callan. J'aurais aimé rester plus longtemps avec toi et avec Richard Siffer. Il pose de très bonnes questions, mais je n'ai plus la force de tenir. Pardonne-moi de devoir mourir. Char, je jure de me sacrifier, s'il le faut, afin d'arrêter Darkenral. Oui, pour sauver ton peuple et tous les autres. J'ai confiance en toi, inquisitrice Callan. Aide Richard, s'il te plaît, avant que je meure. Veux-tu me toucher? Callan recula jusqu'à ce que son dos heurte le tronc de l'arbre. Non, je t'en supplie, ne me demande pas ça. L'inquisitrice plaqua ses doigts tremblants sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. Char avança encore. Je t'en prie, mère inquisitrice, si loin des miens, je souffre tant de la solitude. Cela fait si mal. La vie me quitte. Inquisitrice Callan, par pitié, utilise ton pouvoir. Touche-moi et adoucis mon agonie. Permets-moi de mourir emportée par une rivière d'amour. J'ai sacrifié ma vie pour toi, sans rien te demander. Alors s'il te plaît, à présent, que je m'en vais. Char n'émettait plus qu'une lueur diffuse qui diminuait à chaque seconde. En larmes, Callan garda sa main gauche sur sa bouche. Mais elle tendit la main droite et le bout de ses doigts entra en contact avec la flamme nuit. Il y eut comme un coup de tonnerre silencieux. L'onde de choc fit vibrer le refuge. Des aiguilles mortes tombèrent en pluie. Certaines s'embrasèrent dès qu'elles touchèrent les flammes du feu de camp. La lumière de Char passa de l'argenté au rose et devint presque aveuglante. Merci, Callan, et adieu, ma tante aimée. L'étincelle de lumière et de vie s'éteignait à tout jamais. Après le coup de tonnerre silencieux, Richard attendit un peu avant de retourner dans leur refuge. Il trouva Callan assise devant le feu, les bras autour de ses jambes et la tête sur ses genoux. « Char ?» demanda-t-il. « Elle est partie, » répondit Callan d'une voix lointaine. Sans un mot,
Richard la prit par le bras, la tira jusqu'au matelas d'herbe sèche et la força à s'allonger. Elle se laissa faire, sans résister. Il posa la couverture sur elle et mit une couche d'herbe dessus pour l'isoler de l'air plus frais de la nuit. Enfin, il se glissa dans ce lit de fortune. Callan se tourna sur le côté et plaqua ses épaules contre lui, comme un enfant qui se blottit près de ses parents quand le danger approche. Le jeune homme le sentait aussi. Une menace mortelle fondait sur eux. Callan s'endormit comme une masse. Richard s'étonna de ne pas avoir froid. Pourtant, il aurait dû. Sa main le faisait atrocement souffrir. Il resta étendu, les yeux ouverts, et pensa à l'étrange roulement de tonnerre silencieux. Callan était puissante. Que ferait-elle pour contraindre le grand sorcier à lui obéir? Cette question et ses implications le terrifièrent. Par bonheur, il s'endormit assez vite pour ne pas se torturer davantage.